Chers amis du PP, mardi 18 mai, une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Vous le voyez tout de suite au décor. Je ne suis pas dans le potager pour la simple raison qu'il n'arrête pas d'y avoir des averses. On a un temps irlandais, un petit coup de soleil et à peine le temps de sortir, une douche froide assez impressionnante. Non, donc je vais vous parler d'une autre partie de mes activités, en dehors donc de faire des vidéos, que certains sans doute connaissent, que d'autres ignorent et se posent la question, mais qu'est-ce qu'il fout le paresseux? Il dit qu'il ne fait jamais rien, et en même temps il dit qu'il est tout le temps débordé, en retard, etc. Ça ne colle pas, c'est qu'il triche. Donc, je le sens des fois dans des questionnements, dans des commentaires, que certains d'entre vous sont persuadés que je passe un temps fou dans mon potager et que de temps en temps, dans une vidéo, je vous raconte des carabistouilles. Non, non, je fais plein de choses. Et en fait, cette dernière tranche active de ma vie, je l'ai consacrée à diffuser des idées sur une autre façon d'envisager le jardinage, la production de légumes destinés aux particuliers. Et je jongle en fait avec trois médias complémentaires. Celui que vous connaissez si vous êtes adepte, voire addict à cette chaîne, c'est les vidéos. Les vidéos, c'est à un instant donné, je fais quelque chose, je jette un coup d'œil, je descends ramasser une salade pour la manger à midi et je vois une vie rose sur des épinards. Je me dis, tiens, il faut absolument que je leur montre ça. Je vais chercher les caméras, je filme, je monte. Donc ça, on va dire, c'est assez disparate, assez foutraque, pas toujours très bien construit, etc. Mais je suis très content du nombre que vous êtes. Je frôle maintenant les 50 000 abonnés. Deuxième média que j'utilise, c'est les conférences, quelques-unes sont en ligne. Là, il y a un côté tout à fait autre. J'ai devant moi 2 heures, 3 heures pour ouvrir l'esprit, casser, péter des schémas stéréotypés dans la tête, provoquer, égratigner, parfois me moquer, parfois être grossier, etc. Donc, dans les vidéos, dans les conférences, c'est plus une façon un peu stand-up de secouer les gens qui s'intéressent au jardinage pour ébranler de façon à ce qu'ensuite, ensemble, on construise quelque chose qui soit mieux conçu, mieux réfléchi. Et le troisième médium, faudrait-il dire d'ailleurs, mais enfin, bon, je crois qu'en français maintenant, l'Académie tolère les deux, c'est l'écriture. Alors, écriture d'articles, écriture, présence sur un certain nombre de forums comme Éconologie, et écriture de livres. Je ne reviens pas dessus, mais donc, je pense que la plupart d'entre vous savent que j'ai écrit 2 livres. En fait, donc un premier qui n'est pas illustré, qui explique un peu le logiciel, et puis aussi un tout petit peu en filigrane qui je suis, ce que certains appellent du blabla. Et plus récemment, il y a 1 an, le deuxième, donc illustré de photos, qui complète ce premier livre sur les questions de climat, de sol, de la mise en place du foin, des semences que j'utilise, de l'eau et des réserves en eau du sol et un peu du contrôle des parasites dans mon potager. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, si ce n'est que cette activité
littéraire, allez, jetons des grands mots. Cette activité littéraire m'a amené d'une part à rencontrer un certain succès, puisque donc le premier livre dans ses différentes variantes, il en a existé deux éditions différentes. Si j'additionne le tout, on doit être pas loin de 50 000 exemplaires, ce qui est astronomique pour moi. Et alors ça a eu une incidence, c'est que mon éditeur, Tana, la directrice très exactement, m'a sollicité pour devenir directeur d'une collection chez cet éditeur. Après quelques discussions sur le contenu, les idées, etc., j'ai accepté cette mission sans savoir, quand je l'ai accepté, que ce serait aussi prenant. Donc je vais vous dire quelques mots sur cette collection qui s'appelle Parlons Potager. Alors Parlons Potager donc est une collection qui démarre chez Tana, et avec la directrice, on n'a pas pour ambition, enfin je ne peux pas parler en son nom, mais à ce que j'ai compris, de concurrencer un certain nombre de maisons vénérables, très connues, qui ont une énorme collection d'ouvrages qui tournent autour du jardin, du potager et d'activités annexes ou de réflexions annexes, donc les poules, les herbes, les aromatiques, et puis un peu la philosophie qui tourne autour des mouvements et parfois les modes, donc permaculture, autonomie et ce genre de choses. On s'est dit que suite au succès rencontré par mes livres, qu'il y a sans doute un créneau où un certain nombre de choses peuvent intéresser des lecteurs avec des éléments qu'ils ne trouvent pas nécessairement ailleurs. Et on a réfléchi un peu à qu'est-ce qui a fait le succès de mon premier livre, et pêle-mêle, un certain nombre de choses paraissent s'imposer. Une vision, ça c'est clair, une vision systémique qui essaye d'analyser et de projeter des façons de faire différentes, pas nécessairement différentes, mais pouvant être différentes en matière donc de potager. Dans mes livres, il y a de façon évidente une base scientifique rigoureuse. Donc, on pense que les petites recettes, petits trucs, ma façon d'arroser avec des bouteilles en plastique, c'est sympathique, c'est pas nécessairement faux. Des fois, c'est complètement faux, mais 10 trucs pour écarter les limaces en listant les sciures, les débris de verre, les cendres, etc. Je peux vous démontrer que ça ne marche pas. Même si ça rencontre un succès qui, parfois, fracasse mes livres. La connerie n'a pas de limite et elle existe chez les auditeurs, chez les lecteurs, pardon, sans vouloir les offenser. Donc, on voudrait, et c'est à ce niveau-là que j'interviens chez Tana, de garantir que c'est pas du grand n'importe quoi, c'est pas la dernière mode qui va durer 6 mois et dans 6 mois on n'en parlera plus. Qui c'est qui aujourd'hui encore parle des buts d'enterrer du vieux bois ou des choses comme ça, des has-been. Il y a 5 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, il fallait absolument en parler. Et je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, mais en même temps, on est tout à fait conscient qu'il ne s'agit pas ni de créer des nouvelles modes, ni d'opposer des recherches
hein, des tentatives à une condition, je dirais, c'est que la personne que nous publions ait réellement mis la main à la pâte. On se méfie des élucubrations de quelqu'un qui se fout devant un Macintosh, ramasse différentes informations sur Internet, 3/4 de conneries, 10% de choses qui sont vraies, 5% de choses qui sont douteuses, mélange ça habilement, quelques belles photos, une belle couverture, du super design, un titre ronflant, et ça marche. Donc ça, franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup de travailler avec de telles personnes. Donc, ça s'appelle Parlons potager, et parce qu'il fallait faire bref, mais c'est presque sous-entendu. Parlons de mon potager et de ce que j'y fais. Et là-dedans, pour moi, qui suis à la fois auteur et jardinier avec une façon très particulière, il est évident que je ne suis pas là pour imposer ma vision des choses. Rigueur dans le raisonnement, expérience qui repose non pas sur du bluff, mais sur quelque chose de concret, ça, oui. Après, un tel jardine comme ça, un autre jardine comme ça, mon ambition, c'est que tout ça, ce sont des graines. Hein, c'est le thème qui m'est cher. Ce sont des graines qui vont se disséminer dans la nature, et de la même façon que nous ne cultivons pas tous la même variété de laitue, ou la même variété de choux, ou la même variété de courgettes, pour prendre des espèces où il y a beaucoup de variétés différentes, de la même façon, je trouverais évidemment sinistre, si ce n'est désespérant, que tous les bouquins parus dans cette collection Parlons potager chez Tana soient des décalques de gentils moutons qui développent les mêmes idées que moi. Donc ça doit être clair, ce n'est pas ça. Donc voilà rapidement un peu la thématique. Et donc, dès l'automne, j'ai commencé à bosser avec, à essayer d'identifier des personnes dont j'estimais qu'elles avaient quelque chose à apporter aux jardiniers, futurs jardiniers, aux candidats aspirants jardiniers et producteurs de légumes, etc. Le premier projet, je vais passer volontairement rapidement aujourd'hui, c'est celui d'André Abrahami, réussir son potager bio en partant de zéro. Il vient de passer à midi là sur la 5, dans la quotidienne de la 5. Il caracole en tête actuellement des classements, frise la rupture de stock, et par conséquent, j'en parlerai un peu plus tard. Je vais venir au deuxième livre qui est pour moi un livre qui va marquer parce qu'il traite un sujet extrêmement important d'une façon extrêmement précise. Alors ce livre est la traduction d'un ouvrage paru il y a 5 ou 6 ans en Autriche. C'est écrit par un agronome qui s'appelle Wolfgang Palm et dont on a traduit le titre par « Le potager au cœur de l'hiver ». Le titre original étant plutôt, si je le retrouve,
cultiver et récolter des légumes frais en hiver. Alors 2 mots sur Wolfgang Palm. Donc je viens de le dire, il est enseignant-chercheur à l'une des grandes écoles horticoles autrichiennes, un peu le Versailles, hein, l'école d'horticulture de Versailles, parce qu'elle se situe dans le château de Schönbrunn, qui est le château de Sissi en Autriche. Et donc il y enseigne justement les cultures légumières. Il est par ailleurs chercheur, comme souvent, hein, enseignant-chercheur, c'est un statut qu'ils connaissent aussi en Autriche, et dirige donc des recherches dans une station extérieure à Vienne, à une centaine de kilomètres de Vienne, et des recherches sur la culture professionnelle. Donc il travaille avec les producteurs professionnels autrichiens sur une approche de la production de légumes respectueuse de l'environnement, en particulier donc sans recours à des moyens de chauffage nécessitant des combustibles, et d'une façon générale la culture biologique et le tout centré en Autriche sur la production hivernale. Hein, c'est sa spécialité. Donc il s'est spécialisé dans la détermination de quels légumes on peut cultiver dans une station pré-alpine, hein, parce qu'on est donc là en Autriche, alors il n'est pas dans la haute montagne, mais quand même, c'est le cœur de l'Europe, climat continental, etc. Et quels légumes on pouvait cultiver, comment les produire, etc., etc. Et donc ça a rejoint quelque chose que j'explique dans la préface que j'ai écrite pour ce livre, qui est la réflexion que ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent, depuis les sécheresses de 2017, 18, 19, pardon, 2018, 2019, 2020, où je me suis dit, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Sauf à ouvrir les robinets, à laisser couler des quantités invraisemblables d'eau que peut-être on n'aura plus, que peut-être on nous interdira prochainement d'utiliser. Il va falloir réfléchir et agir autrement. Donc j'ai commencé dans mon potager dès 2000, ça je m'en mêle un peu dans les dates là, dès 2018, plus intensément en 2019, à me dire il faut cultiver quand l'eau est là. Alors on a un problème dans nos climats, parce qu'il faut qu'on jongle avec les températures, dernière gelée de mai qui de nouveau nous a enquiquinés ces derniers temps, et jongler avec l'eau que nos sols sont capables de retenir, et avec une irrigation qui des fois ne sera sans doute pas dont on ne pourra pas se passer, mais en tout cas maîtriser. Et donc ça m'a amené d'un côté à essayer de produire des légumes très très tôt, tant qu'il y a encore de l'eau, tant qu'il pleut encore comme ces jours-ci, et d'un autre côté à produire très très tard, puisque j'ai remarqué que mon système, quand il y a une année de sécheresse, donc le couvert de foin et tout ça, eh ben, les vers de terre s'enroulent en boule, ne font plus rien. Les bactéries sont en stand-by. Vous savez tous que quand on déshydrate un aliment, il ne se décompose plus, il se conserve. Donc l'activité des bactéries s'arrête. Dans une moindre mesure, les champignons aussi s'arrêtent. Et par conséquent, je me suis dit, et j'ai constaté donc qu'après, quand la pluie revient, tout à coup, tout ça, ça explose. Le sol est chaud, le foin va vite se décomposer. Les légumes qui sont encore là, et c'est comme ça que je suis venu sur la piste de ce livre, les légumes qui sont encore là
tout à coup, mais c'est hallucinant, quoi. Hein. Donc, je me retrouvais fin août, début septembre, avec des poireaux qui avaient le diamètre de mon petit pois. Je me disais, tu peux presque pas montrer ça à la vidéo parce qu'ils vont se foutre de ta gueule. Et puis, un mois après, j'avais le diamètre d'1 pouce. Et fin octobre, début novembre, je récoltais des poireaux comme ça. Et alors, je me suis mis en recherche de toujours repousser. J'ai fait des conneries. Hein. J'ai filmé l'an dernier des choux de Bruxelles plantés très tard. Mais quelle connerie, quelle connerie. Et donc, l'an dernier, j'ai commencé à lancer mes moteurs de recherche. Alors, comme je suis trilingue, j'ai cette chance. Je cherche souvent ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Et un peu par hasard, mais aussi par rencontre d'une autre personne, d'un Autrichien rencontré en France lors d'une conférence, qui me parle de Wolfgang Palm. Je fais des recherches, je tombe sur les références de son bouquin en allemand. Je feuillette comme on le fait sur les librairies en ligne. Oh, ça me paraît très intéressant. Je commande et je le reçois. Et alors là, je peux vous dire que dans cette chambre qui me sert de bureau, enfin de bordel quoi, il y a pas mal de livres. Il y en a très peu qui ont marqué ma façon de jardiner. Je picore beaucoup de choses dans beaucoup de livres, hein, mais disons, il y a très peu de livres dont on peut dire qu'ils ont infléchi significativement ma façon de jardiner. Le livre de Wolfgang a été de ce point de vue-là une bombe qui m'a fait faire un pas de géant dans ce qu'intuitivement je cherchais, mais il est évident qu'en 1 ou 2 hivers, je n'avais pas l'ombre d'une trace d'un milligramme des connaissances que peut avoir un chercheur qui passe 20 ans de sa vie à expérimenter. En plus, un chercheur qui expérimente dans une station, il note tout, tout est enregistré, tout est pesé, tout est référencé, analysé, etc. Voilà donc comment, en cherchant à esquiver la sécheresse, je suis tombé sur la question très intéressante de savoir comment on peut cultiver au cœur de l'Autriche des légumes en plein hiver. Alors cultiver ou récolter, hein. Je vais y venir. Alors que vous dire sur ce livre? C'est un livre assez volumineux, 370 pages, mais dont quasiment, enfin je crois qu'il n'y a pas d'exception, les pages renferment 3, 4, 5, 6 photos parfois, et par conséquent, il y a dans ce livre, je ne les ai pas comptés, mais il doit y avoir quelque chose comme 1500 à 2000 photos prises généralement par l'auteur au cours de ses recherches. Donc c'est un livre très facile à lire, hein. Donc moi je me suis régalé, mais vraiment régalé. Alors les différents chapitres sont relativement simples, hein. Donc après une réflexion sur l'hiver, le jardinage, la saisonnalité, qu'est-ce que c'est la saisonnalité et comment on peut éviter de faire en sorte que l'hiver soit une saison perdue. Et donc c'est un livre qui explose, mais alors explose l'idée stupide comme quoi il faut ranger son outillage en automne alors qu'on peut produire, alors ici sur la couverture on a mis 70, dans le livre il y a 77 espèces de légumes qu'on peut donc récolter en hiver à partir d'une culture qui des fois peut commencer dès maintenant. Souvent, c'est de l'installation au cours de l'été et puis au début de l'automne, en septembre. Puis les légumes survivent ou continuent de produire ou rejettent très tôt au printemps. Donc toutes ces hypothèses-là sont traitées là-dedans.
Il y a une partie, on va dire, sur les bases physiologiques. Qu'est-ce qui fait que les plantes peuvent développer des résistances contre le froid, etc. Qu'est-ce qui se passe avec les nitrates l'hiver? Qu'est-ce que le microclimat, hein, notion de microclimat, les ravages de l'humidité en hiver, plus que le froid même, comment le gel influence le goût, plein de choses comme ça, dont quelques-unes par hasard, je les ai évoquées également dans mes vidéos. Ensuite, il y a Wolfgang a fait une recherche sur ce qu'il y avait comme technique utilisée dans le passé, quand on n'avait pas le pétrole, le gaz, l'électricité, les serres. Les serres sont une invention relativement récente pour travailler debout, pour utiliser des machines sous couvert. Les techniques anciennes à base de couches, de châssis, couches chaudes, couches froides, etc. Les tunnels, comment on peut conserver les légumes en hiver. Donc il a fait des recherches sur ces techniques, dont certaines peuvent à nouveau jouer des rôles si on veut s'écarter d'une dépendance extrême aux énergies fossiles et si on veut faire fi d'une agriculture qui consomme plus d'énergie pour produire qu'il n'y a d'énergie nutritive de ce qui en sort, ce qui évidemment est un gouffre. Et d'ailleurs, ça va s'arrêter. Donc là-dessus, je partage, mais alors à 1000% les convictions avec Wolfgang, et c'est ce qui m'a fait que ce livre m'a vraiment interpellé. Et ensuite, donc, sur 200 et quelques pages, c'est une description, espèce par espèce, sur la façon de la cultiver, avec en gros chaque fois le même schéma, une introduction qui donne parfois l'origine de l'espèce en question, ou des particularités, ou des fois une petite histoire pour que le texte soit plus agréable, et puis ensuite l'aptitude à la culture hivernale, quand il faut planter, quand il faut semer, quand est-ce qu'il faut planter, et puis ensuite comment on entretient la culture, et puis ensuite comment on récolte et comment est-ce qu'on peut conserver pour prolonger la durée de vie de chacun de ces 17 espèces de légumes. Alors certains sont bien connus, les chicorées, les différentes sortes de laitues, la mâche ou des choses comme ça. D'autres déjà un peu moins, si je vous parle de tatsoi, une forme particulière de chou chinois. Le mizuna est plus connu. Et puis ensuite, la cochléaire, qu'est-ce qu'il y a encore, la pimprenelle, le silène commun, différents épinards, le crône, cherville, ciboulette, coriandre, chrysanthème comestible. J'ignorais complètement qu'il y avait un chrysanthème comestible, ou qu'il existait une variété sélectionnée de plantains qui s'appelle le plantain corne de cerf, etc. Donc là, vous en aurez vraiment pour votre argent, d'autant plus que... alors, moi, j'ai découvert pas mal de choses. Donc, des fois, ça a confirmé des essais que j'avais faits. Et puis donc, vous avez, chose très, très utile, un tableau là-dedans, enfin 8 pages, je crois, si je ne me trompe pas, 6 ou 8 pages de tableau, avec chacune des espèces, avec parfois, pour une même espèce, 4 ou 5 lignes différentes, parce qu'il existe 4 ou 5 façons ou 4 ou 5 périodes dans l'année de la cultiver, sous abri ou en plein champ, une récolte ou une production précoce et une production tardive, des choses qu'on met en place en novembre pour les récolter en février-mars, etc. Tout ça est extrêmement précis, avec des petites étoiles, comme quand on
les enfants apprennent le ski et donc la résistance au froid de tous ces légumes est indiquée conformément aux expériences de la station que dirige donc Wolfgang. Donc, ne sont là-dedans que des légumes qui, au minimum, résistent à -4 et dont certains résistent au-delà de -12. Voilà, et puis ensuite encore, il y a tout un paragraphe sur les spécificités de la culture sur balcon, terrasse, etc., avec des explications pourquoi c'est plus difficile, l'exposition au climat étant plus rude, comment faire, comment s'en sortir, etc., etc. Et puis, à la fin, un petit parcours chez un certain nombre d'Autrichiens, de projets ou de personnes qui ont fait des expérimentations et qui en vivent parfois en matière de culture hivernale. À la fin, il y a une référence de tous les producteurs commerciaux ou associatifs, militants, etc., de producteurs des semences, des variétés mentionnées dans le livre, que j'ai complété. Donc c'était évidemment Autriche-Allemagne. Et j'ai complété avec des revendeurs, producteurs, etc., français, avec chaque fois donc mention du fait qu'ils expédient ou non leurs produits. Et puis bien évidemment un index à la fin, index des termes généraux et puis un index des termes latins, donc des espèces décrites. Et voilà où ça s'arrête à la page 380. Franchement, pour moi, ça a été une bombe, le livre qui m'a fait avancer. Et sans me vanter, la vidéo dans laquelle je parle de la soudure, c'est les premiers effets de la lecture du Palme. Je ne l'avais pas encore épluché à l'époque, hein. Je l'avais juste reçu et feuilleté dans sa version allemande. Il n'y a qu'après que j'ai appris toute la richesse du texte qu'il y a là-dedans, parce que la traduction, pour revenir à mon introduction au départ, ça a été une prise de tête. Parce que donc 2 traductrices pour aller vite, et puis j'ai lu mot à mot le texte allemand, vérifié que le texte français ne comportait pas d'erreur, et je vais terminer là-dessus, mais vous savez que les mots voyagent très très mal. Pour nous, une journée, c'est une journée, c'est du matin au soir. Pour les Anglais, a journey, qui s'écrit journée, c'est un voyage. Pour nous, les endives, c'est ce que les Belges appellent les chicons. Pour les Allemands, Endivi, c'est les scaroles et les frisés. Donc il y avait des pièges, et j'ai eu la chance d'être en relation permanente avec Wolfgang, parce que des fois, les traductrices me demandaient qu'est-ce qu'il veut dire là. Et donc, des fois, je comprenais au sens et au contexte, je comprenais sans aucun doute ce qu'il voulait dire. Et puis parfois, j'étais dans le doute, et donc mail le soir, Wolfgang, quand tu écris ceci, est-ce que tu as voulu dire cela ou plutôt cela? Parce qu'il n'y a pas que le français à être polysémique, c'est-à-dire les mots ont plusieurs sens possibles. En général, on décode dans le contexte, mais des fois, même avec le contexte, on ne décode pas. Et donc j'ai voulu que la pensée de Wolfgang soit traduite extrêmement fidèlement. La seule chose
avec l'accord de l'auteur que nous ayons fait. Vous savez que l'expression germanique a tendance à rejeter les verbes à la fin. Et ils ont tendance à faire des longues phrases avec des intégrations de, je ne sais pas si ça s'appelle des subordonnés. Et donc, avec l'accord de Wolfgang, lorsque ça ne modifiait pas le sens, mais rendait la lecture plus facile en français, on a coupé quelques phrases, donc qui était une longue phrase allemande avec le verbe au bout. On a fait 3 phrases normales françaises. Voilà. C'est la seule liberté qu'on s'est donnée, et avec l'accord de l'auteur. Bref, j'espère que ce bouquin connaîtra le succès qu'il mérite. Évidemment, Wolfgang n'est pas connu en France. Je vais quand même, pour ceux qui parlent et comprennent l'allemand, je vais vous mettre le lien vers un certain nombre de conférences qu'il a faites en Allemagne ou en Autriche, et où vous pourrez apprécier à la fois l'humour, la précision, les connaissances. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai hâte de rencontrer, donc là on est bloqué par le Covid, sinon je serais là-bas, et cette vidéo, je l'aurais tournée là-bas, sur place, avec Wolfgang, et je vous aurais traduit ce qu'il dit. C'est quelqu'un que j'ai vraiment, vraiment hâte de rencontrer. Last but not least, comme disent nos amis anglais, donc à la fin, mais ce n'est pas ce qui est le moins important, Wolfgang a une qualité extraordinaire, en dehors d'être un chercheur, et beaucoup de chercheurs, vous savez, ils sont des fois dans leur tour d'ivoire, et du jargon, des mots, et je me masturbe, et ça gicle, etc. etc. Wolfgang est d'une simplicité et d'un engagement, parce que en dehors de ses activités professionnelles stricto sensu extrêmement sérieuses, il a créé, avec d'autres, il a co-présidé, co-créé des jardins partagés dans un des parcs centraux de Vienne, qui s'appelle la City Farm, où ils sont plusieurs personnes engagées là-dedans, quelques salariés, beaucoup de bénévoles, pour accueillir des publics, enfants, adultes, et les initier au jardinage au cœur de Vienne, dans un des célèbres parcs de Vienne qui s'appelle Laugarten. Alors je vous mettrai aussi le lien vers le site Facebook de cette association. C'est une association, donc c'est du travail en dehors du boulot. Voilà. Franchement, ça me ferait plaisir que ce bouquin connaisse le succès qu'il mérite, parce que je pense qu'on va dans ce sens-là, produire moins en été avec des artifices et de l'arrosage et de l'eau que bientôt on n'aura plus. Donc on va devoir se coltiner des saisons plus fraîches. Et il y a un potentiel, parce que comme tout le monde, j'étais emprisonné. Mais alors emprisonné, mais débile, Une petite salade, une pauvre petite chochotte, elle va mourir. Mais non, mes salades ont encaissé moins 6,5, ce qui corrobore largement ce qui est écrit là-dedans. Et puis, je pense aussi que c'est un pas qui peut tout à fait intéresser ceux qui envisagent d'être plus autonomes, parce que, ok, la lactofermentation c'est bon, une choucroute c'est pas mauvais, mais quelques légumes frais en hiver, ce sera quand même un pas de géant vers une plus grande autonomie. Et pour ça, il faut se libérer l'esprit. Et pour se libérer l'esprit de « on m'a dit que l'hiver rien ne poussait », il faut mettre des connaissances dans sa tête. Arrêter d'être un mouton et suivre le « on m'a dit que », dont je répète qu'il suffit de mettre un « c » devant et on connaît la qualité de ce propos. Allez, je ne vais pas m'énerver, j'ai juste peur que Wolfgang n'étant pas bien connu en France, ce livre ne connaisse pas le succès qu'il mérite. J'espère ne pas en avoir fait trop et ne pas avoir été contre-productif. J'espère que vous me faites confiance, que ce bouquin est
une bombe que chacun devrait avoir sur sa table de chevet. Allez, ciao!